Bonjour. Alors, hop. Ah, faut pas mettre comme ça? Ouais, Faut mettre comme ça? Attends. là, comme ça, c'est mieux. Ok, bouge pas. Je savais pas dans quel sens ça devait être. Voilà. Est-ce que là, on est bon? Presque. Attends, presque. Hop. Et voilà. On est bien là. Le cadre, ça va? Et ben voilà, ça y est, Super. Bah, on est super. installé, tout va bien. Bon, ouais. Attends, je suis pas droit. Parce que là, le cadre, il est droit. Oui. Alors, on voit plus. Là, c'est bon? C'est bon pour toi? On est parfait. Voilà. Ok. Alors, on va y aller. Bon, et ben, moi, je suis ravi qu'on ait l'occasion de faire ce live, parce que moi, je suis tout à fait fasciné par le fait que tu te sois lancé dans l'entrepreneuriat sur un média, euh, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Euh, d'où t'es venue l'idée de te lancer, de lancer un média indépendant comme ça? Parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Oui, alors c'est pas une idée neuve, hein. J'ai depuis longtemps l'envie de faire ça. J'ai toujours fait des médias associatifs, des fanzines, des médias de lycée où j'ai collaboré à d'autres médias. Et puis depuis quelques années, je suis quand même pas mal sur les plateaux de radio, de télé en tant que chroniqueur, commentateur. Et j'avais Le Monde Moderne qui était une sorte de blog, on va dire, où je commençais avec d'autres à commenter l'actualité, à essayer de défricher aussi les transitions qui se passaient, qui étaient en train de se passer dans le monde contemporain, sur la transition numérique, révolution politique et autres. Et puis, je me suis dit, maintenant que on arrive à une taille critique, qu'on a beaucoup de gens qui commencent à écrire pour le monde moderne, pourquoi ne pas en faire un vrai média avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire une grille de programme, des émissions, des rendez-vous, des articles plus nombreux. Et donc, j'ai décidé de passer le cap, en fait, d'une pratique amateur, on va dire, à une pratique professionnelle, puisque c'est devenu mon métier. Avant, je faisais pas que de la presse. De la presse, j'y suis depuis 2014, on va dire. Mais avant ça, j'étais plutôt dans la communication, dans la diplomatie, et donc c'est nouveau, et voilà, c'est aussi une évolution logique de carrière. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est il est très à la mode de nos jours de créer de l'influence en créant des chaînes YouTube, en faisant des choses comme ça. Toi, tu as fait le choix de créer un véritable média avec du texte, Oui, avec de l'image, avec du fond. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans les années 2000, où on se disait on va numériser en fait la presse. Et de nos jours, la presse quotidienne, surtout la presse d'idées, elle est complètement moribonde. La presse hebdomadaire, elle tient, mais la presse d'idées, elle a vraiment du mal. Donc, comment ouais. est-ce que tu penses y arriver? Quel est Je le pense y plan? arriver parce que les choses ont changé quand même. Il y a eu cette crise, effectivement, des médias traditionnels due à la transition numérique, tout simplement, hein, où des titres très classiques ont eu du mal à suivre. Cette crise est passée, beaucoup de titres se sont adaptés, sont solides maintenant. Il y a des nouveaux titres qui se sont créés, et d'autres. Et c'est vrai qu'il y a eu une floraison après de chaînes YouTube, on va dire, où c'est la vidéo qui devenait à la mode d'une certaine façon, parce qu'il faut voir que dans le secteur des médias comme ailleurs, on suit les modes, hein, en disant, tiens, c'est un nouveau format, donc peut-être que là, on va trouver un nouveau bassin d'audience, etc. Moi, je crois que c'est important de garder le texte, à la fois pour développer des idées plus complexes que sur une vidéo, à la fois pour animer des débats d'idées. Les idées, elles sont d'abord écrites, énoncées correctement, et puis parce que les gens qui s'intéressent au débat d'idées sont plutôt prêts à lire des articles de fond qu'à regarder des vidéos d'influenceurs ou d'influenceuses sur YouTube. Donc c'est important d'avoir un vrai média parce que justement, je pense que le modèle de la chaîne YouTube a ses limites, notamment dans la censure algorithmique, dans le choix de ces Ouais. plateformes de faire ce qu'elles veulent avec la visibilité que vous pouvez avoir. Donc plutôt que de créer une chaîne qui dépend du bon vouloir d'un algorithme pour son succès et puis vivre après sur de la réclame, moi c'était pas ce que je voulais faire. Donc je préfère avoir un média d'opinion
et avec des textes qui viennent de tous les horizons pour animer les débats, pour que les gens puissent partager, puissent se positionner par rapport à ces textes. Et puis, un autre pan, évidemment, c'est les rencontres. C'est comme celle que nous avons eue, que tu organises aussi par ailleurs. C'est des débats en public où là, on peut vraiment avoir ça. Et ça, c'est une partie importante qui reviendra après cette année virus où on pourra se revoir et faire des rencontres en live pour des podcasts, mais pour aussi échanger avec le public. Et puis pourquoi maintenant? Ben, je crois que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a une politisation croissante en fait, en France notamment, mais aussi en Europe. On a vu les nombreuses crises qui succèdent, la crise écologique, la crise énergétique, la crise sociale, la crise sanitaire, etc. Et les gens sont plutôt défiants vis-à-vis des médias traditionnels, qui ont couvert les crises finalement, qui ne les voient jamais arriver ou qui font semblant, qui n'analysent pas correctement finalement avec les bonnes grilles de lecture ou de manière trop lente. Donc, il y a besoin de plus de rapidité pour certains. Et donc, c'est pas un gros mot que d'être une presse d'opinion, au contraire. Et d'ailleurs, il y a des très grands succès. Valeurs Actuelles est un succès. On peut ne pas aimer ce qu'ils font, mais ils ont choisi d'être clairement d'un côté du spectre politique, et ça en a fait un succès d'édition. Mais c'est un Donc, hebdomadaire, Valeurs Actuelles. et c'est un hebdomadaire, oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'on peut. C'est aussi sans doute avec leur public qui permet d'avoir cette façon-là. Moi, je vise pas ça. Je pense pas que la presse hebdomadaire, pour moi, c'est compliqué. Je vois pas comment ça peut survivre à terme. Il y a des subventions massives. On voit qu'il y a très peu de lecteurs finalement, très peu de renouvellement d'abonnements. Certains sont en train de faire la transition petit à petit, comme Marianne, qui est très présent sur le numérique. Mais il n'y a pas besoin de papier aujourd'hui pour toucher du monde, même si on a fait un crowdfunding avec le Monde Moderne qu'on vient de clore avec succès. L'idée, c'est de publier l'an prochain des cahiers de débat, les cahiers du Monde Moderne trimestriels sur des grands sujets avec des invités, auteurs, justement, pour rentrer encore plus dans le débat d'idées, mais parce que l'article format long, le papier s'y prête mieux qu'un article format long sur Internet. Et alors, du coup, si on parle en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que le modèle de la presse traditionnelle, c'est la publicité. C'est la publicité pour faire court. Euh, Toi, tu n'en fais pas, a priori. Quel va être le modèle économique que tu vas adopter pour conserver l'indépendance? Alors, ben, le modèle économique, ça va être celui de l'abonnement, tout simplement, en disant, voilà, vous allez vous abonner. Aujourd'hui, les contenus sont gratuits, mais en vous abonnant, vous allez avoir accès à d'autres contenus. Plus on va faire de contenus, plus il y aura des contenus premium. Il y aura de la publicité aussi. Moi, je suis pas contre la publicité, du moment qu'on la choisit, et pourquoi pas, hein. C'est utile si ça permet de faire rentrer l'argent dans les caisses, puisqu'on a besoin d'argent pour quelles que soient les entreprises qu'on veut faire tourner. Mais le modèle traditionnel, c'est celui je pense, de la base, qui est l'abonnement. Des gens qui vous sont fidèles, qui souhaitent soutenir cette initiative, qui souhaitent aussi s'informer de manière hebdomadaire, quotidienne, autrement, et qui vont trouver là quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Les événements, bien entendu, et puis des formats particuliers, donc l'impression avec les cahiers du monde moderne, mais on fera peut-être aussi à terme, pourquoi pas, une maison d'édition ou d'autres choses de ce type-là. L'idée, c'est vraiment de pousser les idées au maximum, d'être capable de toucher une audience assez large pour pouvoir en vivre. D'où aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est à la fois l'argent, mais c'est aussi l'audience. Comment capter l'audience, sachant qu'il y a une pluralité de médias et une multiplication d'initiatives. Denis Robert sort son média également, Blast, lui plutôt côté vidéo, en janvier. Mais c'est très bien. Moi, je trouve ça super qu'il y ait beaucoup de médias. Chaque année, beaucoup de médias se créent, beaucoup de médias arrêtent. Mais là, on est dans une année charnière, clé, parce qu'on sort de crises successives, comme je le disais, parce que je crois que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça a poussé, je pense, une prise de conscience d'une grande partie de la population sur les limites de l'information gratuite, de l'information traditionnelle, et puis parce qu'il y a une année électorale qui arrive en 2022, et donc le débat politique va être encore plus important à partir du moment où c'est un débat d'idées. Parce que les histoires de course à l'échalote, de est-ce que ce sera Anne Hidalgo, est-ce que ce sera Taubira, est-ce que ce sera Retailleau, est-ce que ce sera machin, ça c'est le cirque politico-médiatique. À la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2022 pour se sortir de cette dette massive, de cette faillite organisée qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, faisant croire que c'est pour sortir d'une crise sanitaire. Non, là on est en train de tout faire à l'envers. Toi, tu dis qu'il y a beaucoup de médias qui existent, mais pour l'homme de la rue comme moi, des médias
des médias orientés Internet que je connaisse en France, qui soient un peu des médias d'idées, il y a Mediapart et il y a Le Média. Il y en a pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu trouves solide et indépendant? Les jours, qui se formaient par d'anciens journalistes d'ITélé à l'époque, je crois, et qui continue, qui est un beau succès. Vous avez Reporter, TE2RE, qui est un média plutôt positionné sur les questions d'écologie, de développement durable, mais qui fait aussi des enquêtes assez sérieuses hein, sur notamment des scandales sanitaires qu'on peut avoir au niveau local et régional. Puis après, vous avez toute une presse d'opposition très marquée à gauche, comme Bastamag, par exemple, qui est là depuis des années, qui fait le travail. Vous avez également le travail de Daniel Schneiderman sur Arrêt sur image, qui a, lui, fait un travail essentiel de critique des médias. Il le faisait à la télé hein, jusqu'au moment où on lui a dit c'est fini, t'arrêtes. Donc il a fait ce site internet Arrêt sur image qui est excellent pour comprendre justement les limites du jeu médiatique et de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que le travail journalistique? Qu'est-ce que c'est que le travail d'information? Parce qu'il y a quelque chose d'assez grave dans le métier de journaliste, c'est le côté corporatiste qui fait que si vous critiquez l'un ou l'autre, alors vous ne faites plus partie du jeu. En gros, c'est très difficile de critiquer le travail des journalistes quand vous êtes journaliste. Or, c'est un travail essentiel. On est obligé d'être critique sur soi-même, sur la façon dont on enseigne le journalisme, sur la façon dont on le pratique. Mais il y a très peu de médias critiques des médias. Et Arrêt sur image en est un, par exemple. D'accord, d'accord. Euh, Moi, il y a une question qui me taraude. Ça fait plusieurs fois que je parle d'ubérisation. Dans la plupart des domaines où il y a une ubérisation, il y a une paupérisation, mais il y a aussi une augmentation du nombre d'emplois global. Sur Uber, il y a beaucoup plus de chauffeurs de façon générale aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et il y a tout un tas de milieux où c'est comme ça. Et on a l'impression que dans le domaine du journalisme, ça marche pas, qu'il y a de moins en moins de rédactions, que les gens recopient de plus en plus les dépêches de l'agence France Presse pour la faire courte. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à inverser ce mouvement de disparition de la production de contenu indépendant, en fait? Je pense pas. Ce qui se passe c'est dans le phénomène d'ubérisation, c'est la destruction d'emplois. Aujourd'hui, ça continue. Il y a beaucoup plus de journalistes qui perdent leur emploi que de postes de journalistes créés, à la fois départ en retraite, etc. Mais sur le long terme, on voit que c'est pas un métier qui est en forme. C'est pas un métier qu'embauche, le journalisme, très peu. Donc ça, c'est un fait et ça va continuer. Mais pourquoi? Parce que les outils à disposition pour produire de l'actualité se sont multipliés. C'est beaucoup plus rapide maintenant aujourd'hui, beaucoup plus facile de faire une vidéo, un live. Regarde ce qu'on fait. Et il fallait avant être 5 personnes dans un studio officiel avec un lien satellite et pour pouvoir faire une émission qu'on partageait en public. Aujourd'hui, c'est à la portée de tous avec les téléphones portables, avec des technologies qui font que être journaliste citoyen, faire ce travail d'information, il est à la portée de tout le monde. Alors après, il faut être formé, il faut être conscient de ce que c'est que le journalisme, le travail d'enquête, la vérification des sources, une certaine déontologie qu'on n'a pas tous forcément tout le temps, mais c'est là, et les outils ont fait qu'on n'a pas besoin d'autant de journalistes, et particulièrement parce que la presse n'est pas un secteur économique où on investit pour faire de l'argent, disons-le comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les milliardaires qui investissent dans les médias, le font d'abord pour les espaces de publicité que ça offre pour leurs entreprises par ailleurs, ou pour l'influence politique notamment. C'est le cas des Bolloré, c'est le cas qui est en train d'essayer de racheter Prisma Presse. Quel est l'intérêt pour Bolloré de racheter Prisma Presse? C'est d'avoir la presse People. Et la presse People, en campagne électorale, c'est ultra important pour parler des candidats à la présidentielle qui vont se mettre en scène avec Mimi Marchand ou d'autres. Donc c'est grave que finalement la presse soit devenue une danseuse d'industriels, d'oligarques qui décident finalement d'en faire un outil d'influence plutôt que ce soit un outil démocratique dans les mains des journalistes et des citoyens. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Il faudrait revenir sur les lois des années 90, je crois 93, qui ont permis aux industriels de devenir actionnaires majoritaires des médias. Hein, c'est à l'origine des TF1 et autres. C'est la loi Pour, Sapin ou c'est autre chose? je crois que c'est Sapin, ouais, je crois que c'est Sapin. Pour dire, vous pouvez investir dans les médias, bien sûr, si vous êtes industriel, mais si c'est pas votre cœur de métier, alors il n'y a pas de raison que vous soyez actionnaire majoritaire. Parce que derrière, bien sûr qu'il y a une séparation entre la rédaction et l'investisseur, mais il y a un casting qui est fait ensuite. On choisit les rédacteurs en chef en fonction de la couleur politique. Et puis, il y a eu des histoires par le passé. Libé qui fait sa couve sur Bernard Arnault en 2012 en disant casse-toi pauvre con parce qu'il était exilé fiscal
Et qu'a fait Bernard Arnault en réponse? Il a supprimé toutes les pubs de LVMH dans l'eBay pendant un an. Donc à gagner de plus de 150 000 euros. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un business model fragile, précaire, qui n'est pas fait pour faire des gros sous, mais qui est essentiel à la démocratie. Et on fait encore une fois un peu les choses à l'envers en France, c'est-à-dire que c'est l'État qui va faire beaucoup d'aides et des aides qui vont aller en priorité aux plus gros, à ceux qui ont notamment des sociétés d'envoi de papier. Plus vous faites de papier, plus vous l'envoyez, notamment les quotidiens bénéficient de plus d'aides parce qu'il y a une aide à l'envoi qui est assez énorme et on touche dans les des millions hein, quand on est un type de presse. Le numéro un, c'est le Parisien. Ensuite, vous avez le Figaro qui touche Le Monde, d'autres, et puis la PQR qui sont largement aidés. Parce que sans cela, elles ne pourraient pas faire leur travail d'imprimer du papier et de l'envoyer. Et donc, on est en train de temporiser hein, cette révolution numérique avec de l'argent public en disant voilà, on vous aide à continuer à faire du papier qui est un business model qui a bien du mal à exister. Et c'est les impôts qui financent ce modèle-là. Et c'est des médias qui touchent la même chose, que ce soit propriété de Bernard Arnault ou que ce soit l'humanité qui a les caisses vides. Donc il y a vraiment des questions qui se posent au niveau français, puis au niveau européen. À Bruxelles, on se pose aussi la question de l'aide aux médias. Comment aider les médias sans biais politique? Comment faire qu'on organise une pluralité des médias? Mais quand on voit le moment critique qu'on est en train de vivre, moment de censure particulier où Twitter ferme des comptes à l'appel, c'est la même chose pour Facebook, pour YouTube, les plateformes décident de qui a le droit de parler à une masse de gens et qui n'a pas le droit. Je vois pas comment des institutions non démocratiques certes politiques, qui sont là pour organiser les aides, n'auraient pas de biais politique. Et où on va aller les aides? On voit très bien, déjà dans les groupes de travail qu'il y a à la Commission, au Parlement européen sur les fake news et sur l'ingérence étrangère dans les campagnes. Vous avez Nathalie Loiseau, qui est une rapporteuse du groupe, qui est là, et tout est orienté pour dire attention, c'est les méchants russes qui font de la désinformation en Europe, c'est très grave, attention. Alors que la France vient de se faire prendre la main dans le sac hein, par Facebook en Afrique pour avoir fait de la désinformation massive avec des comptes Facebook qui étaient liés à l'armée française. Et ça, on va pas en parler beaucoup en France, mais c'est arrivé hier. Facebook a fermé, je crois, 500 comptes francophones africains qui étaient gérés par l'armée française pour faire de la désinformation en Afrique. Donc tout le monde fait ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand on a une puissance avec des volontés internationales, de jouer à ce jeu de fermatrol. Maintenant, c'est comment on se protège sans mettre en jeu la liberté d'expression fondamentale et sans mettre en place une censure politique. Parce que c'est ça qui est en train de se mettre en place, moi je trouve, au niveau français et au niveau européen. Alors là, on est reparti un petit peu sur la politique, mais en termes d'organisation, moi, il y a un truc qui me trouble et qui est une critique que j'ai avec les médias. Moi, quand j'étais petit, on voyait, à chaque fois qu'il y avait un événement, on voyait le journaliste de la PQR du coin venir et poser des questions aux gens, mais off. Et aujourd'hui, on ne voit plus que des photographes en fait qui viennent prendre une photo qui sert à illustrer la dépêche de l'agence France Presse sur l'événement en question. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus de journalistes sur le terrain? Parce que c'est sûr, s'il n'y a pas de journalistes sur le terrain, il risque pas d'y avoir de recréation d'emplois ou de prise de Ben, confiance. tu viens de le dire, pourquoi il n'y en a plus? Parce que c'est trop cher, parce qu'on n'en voit plus les journalistes sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on achète, c'est de l'achat d'images international, hein, que ce soit des vidéos, EBU, l'Europe aussi, hein, un service qui vend très peu cher aux différents médias les images officielles, c'est les agences qui en profitent massivement. Et puis, envoyer un journaliste sur le terrain, ça veut dire le payer pour quand il n'est pas sur le terrain, ça veut dire dire mais qu'est-ce qu'il va faire entre-temps. Alors, entre-temps, on a eu cette invention du JRI, du journaliste reporter d'image, qui est un peu l'homme ou la femme à tout faire du journalisme. C'est-à-dire qu'on l'envoie avec une caméra et un micro, il peut faire du son, de la vidéo, des photos, une interview, etc. C'est eux qui font le backbone des chaînes d'infos en continu. Vous avez des GRI qui sont partout sur le terrain et on les appelle en disant ah, est-ce que tu peux aller là, est-ce que tu peux faire un truc? Et ils le font. Mais il y en a peu parce que ça coûte cher, effectivement, d'en avoir beaucoup. Et pourtant, quand on regarde, prenons pardon, le dernier fiasco assez emblématique de la presse, l'affaire Dupont de Ligonnès. Quand on arrête Dupont de Ligonnès à l'aéroport, c'est génial. Alors ça, tous les médias, breaking news, on a fait la une de tous les quotidiens quasiment. Enfin, il y en a deux, trois qui doutaient quand même, c'est bizarre, mais
comme un seul homme, parce que la dépêche AFP avait dit que c'était bien Dupont de Ligonnès, tout le monde fait sa couffe, on a arrêté Dupont de Ligonnès dans un aéroport. Et il y a un titre de presse, alors je ne sais plus qui envoie un journaliste sur le terrain, justement, pour aller voir, mais il a dit qu'il habitait là et qu'il retrouve la trace du mec qui s'est fait arrêter, qui n'est pas du tout Dupont de Ligonnès. Le journalisme, c'est le terrain. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du journalisme si vous vous fiez aux dépêches, si vous vous fiez à l'information qu'on vous donne. Il faut aller à la source de l'information. C'est ça la base du journalisme. Et donc, comme ça coûte cher, comme ça prend du temps, et qu'on n'a plus de temps, qu'il faut être le premier sur le scoop, qu'il faut aller vite, on ne fait plus ce travail-là d'enquête, ou très peu. C'est le succès de Mediapart qui était parti en disant on va faire des enquêtes. Mais c'est vrai que c'est ce qui manque, c'est ce que les gens attendent du journalisme aujourd'hui, c'est d'aller à la source, de vérifier ses sources. Et puis c'est de proposer une information de qualité. Aujourd'hui, on n'a qu'une hystérisation du débat informatif. Prenez le cas des vaccins. Tout le monde va parler des vaccins dans un sens ou dans un autre sur le Covid sans jamais revenir aux fondamentaux, de dire mais quelles sont les technologies derrière, pourquoi ça va aussi vite. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux parce que ça va vite, mais ça veut dire comment ça fonctionne. On ne revient jamais sur le comment ça fonctionne, on fait confiance finalement à des tiers, à des communiqués de presse, à des dépêches, et puis on invite des experts qui parfois n'en sont pas pour parler de manière docte de sujets qu'ils ne connaissent pas ou que très peu, pour dire voilà, on a fait notre boulot, il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il pensait, c'est fini. Mais c'est plus complexe que ça, le journalisme. Donc, toi, dans le média que tu es en train de développer, pour lequel tu viens de finir une levée de fonds, euh, tu vends au public l'indépendance et une réelle autonomie d'écriture des papiers. C'est-à-dire que ce ne sont pas des reprises et c'est réellement indépendant. Euh, pour l'instant, vous n'êtes pas extraordinairement nombreux à développer ça. Comment est-ce que tu vas réussir à scaler, à avoir une quantité de contenu plus important? Est-ce que Mais tu as, par exemple, l'idée d'avoir une communauté qui ferait remonter du contenu que tu contrôles ensuite, ou est-ce que au contraire, tu veux développer une rédaction avec des gens indépendants façon ubérisation? Quelle va être ta stratégie pour devenir un acteur majeur, pour arriver la, à la taille d'un Mediapart? le succès de Mediapart, c'est d'avoir le club de Mediapart où on peut, avec l'abonnement, s'ouvrir un espace personnel et avoir un blog sur Mediapart avec la visibilité qui vient avec. D'accord. Je veux la même chose. Je pense que c'est important d'ouvrir les pages en disant voilà, vous avez un espace de débat public en dehors des réseaux sociaux propriété des GAFAM qui vont très mal, qui peuvent changer ou s'éteindre très rapidement, mais vous aurez un espace sur le monde moderne qui sera à vous pour lequel vous allez pouvoir contribuer au débat personnellement et avoir accès à l'audience. Donc ça, je pense que c'est une très, très bonne chose qu'a fait Mediapart et qui devrait être reprise souvent, ce que fait le Figaro Vox aussi d'une certaine façon. T'es en mesure de donner une date aux gens qui nous écoutent ou qui verront la Oui, vidéo en ça ce sera dès janvier avec les janvier? abonnements, avec les formules d'abonnement. Donc tu ouvres Et les abonnements en janvier. voilà. Donc on Et peut bien faire ensuite, le live maintenant en fait. ouais, bah c'est ça, on peut commencer à regarder, mais on va tout mettre en place pour janvier, une fois qu'on aura l'infrastructure nécessaire. Et donc, ça, c'est important. L'indépendance, bon, bah, elle est assurée par les actionnaires, le pacte d'actionnaires et qui vont être, et le nombre qu'on va être aussi à être abonnés. Donc voilà, c'est un média qui est propriété de tous ses abonnés d'une certaine façon, ce que défend d'ailleurs Julia Cagé, hein, en disant que les médias devraient être propriété de leurs lecteurs et de leurs journalistes. Et puis, la troisième chose, c'est l'impertinence. C'est de dire aussi, vous aurez un ton que vous ne trouverez pas forcément ailleurs parce qu'on n'est pas obligé, pour faire de l'information, de prendre au sérieux les fake news officielles. On peut aussi en rire. On peut aussi montrer la limite de nos politiques. Par exemple, c'est Olivier Véran qui s'excite devant l'Assemblée nationale. C'était il y a un mois sur les hôpitaux. Depuis, il se cache, il veut pas être devant la représentation nationale. C'est grave, c'est le ministre de la Santé. On est dans une crise sanitaire majeure. Il refuse finalement de s'expliquer devant les représentants de la nation. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Là, il est obligé d'y aller parce que Jean Castex est cas contact, puisqu'Emmanuel Macron a été testé positif. Donc, il est obligé d'aller au Sénat aujourd'hui. Mais sans ça, il serait resté planqué. Il ne veut pas parler à la représentation nationale, pensant que c'est inutile. Voilà, on a un vrai problème. Et ça en dit long sur la faillite institutionnelle, sur la limite de la séparation des pouvoirs et sur finalement le manque de critique vis-à-vis le manque de critique médiatique parce que les médias sont trop gentils avec nos politiques en France.
On est beaucoup trop gentil. Il suffit d'aller en Grande-Bretagne pour voir qu'ils se font beaucoup plus bousculer. Et ça leur fait du bien. Ça leur permet aussi d'éviter de dire trop de bêtises. Ils savent qu'il derrière, il y a une responsabilité parce qu'ils sont obligés de répondre aux questions de la presse. En France, on a soit des fausses questions, soit une presse qui pose pas de questions, soit on l'évite tout simplement et on s'en sort de toute façon. Sauf à avoir une énorme affaire, hein, comme l'affaire Cahuzac ou autre. Mais il est là le problème, c'est-à-dire qu'on a une presse qui n'est pas assez critique vis-à-vis du politique. Du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent encore t'aider, en dehors de s'abonner, est-ce qu'ils peuvent encore faire quelque chose ou est-ce que c'est déjà fini? Alors non, ils pourront, bien sûr, on aura l'abonnement, mais on va aussi créer. Alors on avait fait le crowdfunding limité dans le temps hein, pour voir un peu ce qu'on pouvait faire et puis commencer rapidement. Mais on va recréer un nouveau fonds d'aide qui cette fois-ci sera associatif. Donc on espère à terme de pouvoir aussi avoir des dons qui vont être défiscalisés. Et l'idée, ce sera voilà, vous pourrez donner au-delà de l'abonnement et ça sur le long terme pour soutenir le média. C'est le business model du média, par exemple, tu en parlais, où les sociaux donnaient hein, sur le long terme ou donnaient à chaque vidéo, édito, et on aura le même système, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs façons de soutenir, d'aider, et puis ensuite il y aura les événements, et puis ensuite il y aura les cahiers du monde moderne qui seront en vente, j'espère, dans les librairies. Voilà. Et à partir de quand les dons défiscalisés seront possibles? Alors ça, je peux pas te dire encore parce que je pense qu'on peut pas. Il faut avoir un statut associatif particulier. Donc là, on va faire une association qui est celle des Amis du Monde Moderne, association classique sur Oui, le site classique. de presse. Mais après, je sais pas si ça ouvre à des fiscalisations ou s'il faut une comptabilité particulière. Donc j'ai pas. Je vais me pencher là-dessus là pendant les fêtes. D'accord. Donc, on peut dire que là, en fait, tu vas lancer le modèle payant à partir de janvier et Voilà, que, disons, les dons en prévision de la future campagne présidentielle, ça va être vers avril, quoi, quelque chose comme ça. voilà, exactement. Donc, ça nous fait un beau business plan. Alors, toujours, alors là, par contre, en tant que simple utilisateur, moi, j'aime bien les chaînes YouTube qui me notifient quand il y a quelque chose qui change. Euh, quand on va être abonné au Monde Moderne, comment est-ce qu'on sait il y a un nouveau contenu génial à aller consulter? Bah, c'est le cas hein, sur les vidéos YouTube. Quand on fait des lives, vous êtes déjà averti quand vous êtes abonné à la chaîne du Monde Moderne. C'est le cas sur Facebook aussi. Je crois que vous pouvez voir quand est-ce que. Enfin, il faut que vous. Non, après, ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes où vous devez vous faire le choix de dire je vais être notifié quand ça se passe. Donc, on fera peut-être une campagne. Si vous voulez rater aucun contenu, alors cliquez sur le petit bouton qui va bien. Et puis sinon, on a une newsletter. Tu fais bien de le mentionner. Qui annonce les grands événements du monde moderne, qui fait un récapitulatif des articles qu'on a dans la semaine. Et cette newsletter aussi va permettre de rester informé des actualités du monde moderne. Parce que là, c'est la grosse question de tous les indépendants. C'est qu'ils peuvent être bannis n'importe quand par YouTube, Twitter, et pas Exactement. forcément pour des raisons désagréables, c'est-à-dire Ah non, des fois l'algorithme c'est est temporairement oui, ou des violations de droits d'auteur qu'on n'a pas vu venir, parce que les règles changent tous les 4 matins, parce que les avocats d'Hollywood sont très présents sur les réseaux. Donc parfois il suffit juste d'avoir mis un extrait ou un gif qui allait pas et la vidéo est enlevée, mais pas pour des raisons de censure. Donc, est-ce que, par exemple, sur nos téléphones, on pourra avoir une appli Monde Moderne qui nous notifie quand il y a un truc intéressant, Oui, ou c'est est-ce tout que à c'est pas... fait. Non, non, c'est tout à fait possible. On a aujourd'hui pas d'appli, mais le site qui existe est déjà responsive, donc il est fait pour les formats tablette, téléphone portable, enfin tout format en fait, il s'adapte. Donc il est très agréable à lire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Et puis on peut faire un petit logo à mettre sur son écran d'accueil, mais on n'a pas encore l'appli et ce serait bien de l'avoir parce qu'on a beaucoup de formats, comme tu disais, vidéo, audio sur les podcasts, les textes, qui aujourd'hui sont un peu dans le site, qu'on va aussi revoir avec ce crowdfunding, on va pouvoir refaire le site. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir ce lien au quotidien. Donc, on va travailler, bien sûr, sur ce type d'application. D'accord. Donc, parce que c'est vrai que par définition, en termes de financement, t'as pas accès à des tonnes de choses, puisque les trucs habituels d'aide aux entrepreneurs, etc., les médias d'opinion, pas trop, quoi. Non, ça rentre Euh, pas dedans.
La BPI, ça va pas le faire. Voilà. Je pense que la fondation Bill and Melinda Gates, tu vas éviter. Bon, il y en Donc, a d'autres après des fondations. Non, mais après, non, mais je pense que ce qui est important, c'est les lecteurs d'abord, ouais, le soutien qu'on peut avoir et penser l'indépendance dès à présent. D'où l'idée aussi d'un business model qui est pas celui de demander beaucoup d'argent en amont pour créer une rédaction pléthorique et faire des choses, mais de faire step by step, c'est-à-dire de commencer avec ce qu'on a et puis en fonction de ce qu'on a, le réinvestir pour passer à l'étape d'après. Je pense que c'est important d'avoir aussi cette vision humble de ce que peut être un média d'opinion indépendant et pas chercher à arriver avec tambour et trompette en annonçant. C'est ce qu'avait fait Hebdo. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Hebdo, qui était un titre qui a fait 2 numéros, je crois. Hebdo, alors il y a eu, c'était un éditeur de Saint-Germain qui avait mis sur la table des milliers d'euros, qui allait débaucher des journalistes de Télérama, etc., qui avait annoncé le truc, et puis ils ont fait 2 numéros. Voilà, donc c'est pas du tout ce que je souhaite au monde moderne, loin de là. euh, il y a autre chose moi, me trouble. Donc, dans le numérique, il y a tout un tas de médias alternatifs. On peut parler de parler, par exemple, ou c'est-à-dire des gens qui essaient de se regrouper justement pour échapper à YouTube. Pour l'instant, dans les médias numériques indépendants, il y a pas vraiment de fédérateurs qui pourraient regrouper les news d'un certain nombre de médias indépendants pour que les gens s'abonnent à une appli commune, par exemple. Alors, Est-ce ça que c'est existe. une idée qui est dans l'air du temps ou C'est dans l'air du temps et ça existe. Il y a déjà une plateforme d'ailleurs de levée de fonds pour plusieurs médias indépendants qui est là, qui existe. Alors c'est l'association de la presse indépendante, je ne sais plus exactement. Il y a un syndicat, qui est le syndicat de la presse indépendante en ligne, le SPIL. Et puis nous, on fait partie avec le Monde Moderne d'une association qui s'appelle ACID, qui est alors l'association pour la critique des médias indépendants, je crois. Enfin, c'est une association qui permet de mettre en commun des outils, notamment tout ce qui est la diffusion multicanale, mais aussi avoir accès à d'autres médias, faire un maillage aussi local sur tout le territoire, avec des journalistes citoyens qui font partie de l'association. Ça, on en fait partie, et c'est important. Et donc oui, il y a déjà beaucoup d'initiatives comme ça qui existent, et c'est l'union qui fait la force, effectivement, parce qu'on n'est pas dans un business model où c'est l'argent qui va permettre de développer massivement un titre, d'aller acheter de l'audience aussi. Parce que c'est assez terrible de se dire, pour l'audience, on est quand même encore trop dépendant des plateformes, ouais. Facebook, Twitter, etc. Et eux le savent, et en plus, ils vous poussent à dépenser de l'argent pour être visible davantage. Donc, c'est très difficile de construire une audience sans passer par ces plateformes. Regarde, là, on est sur Instagram, c'est chez Mark Zuckerberg. Coucou. Salut Marc. Salut On t'aime Marc, bien. j'espère que. D'ailleurs, si t'as 10 000 balles à mettre dans un média indépendant, n'hésite pas, hein, Alors justement, une dernière question. D'un point de vue institutionnel, moi, ce que je comprends un peu, c'est que le modèle français de subvention de la presse et de la carte de journaliste, il est un peu dépassé. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour favoriser l'émergence de médias réellement indépendants français? Qu'est-ce que l'État pourrait décider s'il était bienveillant? Aujourd'hui, déjà, on est pas mal traité en France, puisqu'on a des fonds d'aide à la presse. C'est pas le cas ailleurs. Donc, on peut dire que oui, les fonds d'aide à la presse existent, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils font un bon travail? Ils commencent à prendre conscience de l'importance de l'aide aux médias indépendants. Mais déjà, Plenel s'est battu pendant des années pour que la TVA soit pas la même pour un média en ligne et un média papier. C'est le cas du SPIL aussi qui se bat pour que les médias en ligne n'aient pas le même traitement que les médias papier, télé ou autres qui n'ont pas du tout les mêmes moyens. Donc déjà ça, avoir des catégories de médias sans pour autant qu'ils soient tous traités à la même enseigne, ce serait pas mal. Ensuite, assurer l'indépendance et la floraison de titres indépendants. Je crois qu'il y a un travail à faire au sein des écoles de journalisme pour dire aux élèves de ces écoles qu'un autre monde est possible et que on peut devenir journaliste sans intégrer une grande rédaction et finalement enterrer ses idéaux de journaliste parce qu'on est obligé de faire des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais comme on est payé, ben, on continue dans ces grandes rédactions jusqu'au moment où soit l'actionnaire décide de tout casser, soit vous partez parce que vous n'êtes plus du tout en accord avec ce qui se passe. Donc, rendre un côté peut-être plus entrepreneur des médias vis-à-vis de ces élèves journalistes en leur disant que vous pouvez aussi créer des titres.
c'est pas facile, mais c'est une voie possible comme une autre. Et je vois, il y a une pluralité hein, qui existe de fait de petits médias locaux, même nationaux, qui ont mis du temps. Hein. Fakir, le média de Ruffin, c'est 15 ans avant d'arriver à exister réellement. Donc, il faut pas être pressé, mais il faut pas baisser les bras. Il faut pas dire puisque ça coûte trop cher, puisque c'est impossible, puisque j'ai pas l'audience, je peux pas y aller. Non, d'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé dans l'association Acide que j'ai rejoint. C'est des gens qui avaient envie et avec l'envie, ils l'ont fait et ils voient jusqu'où ça peut porter. Et je trouve ça vraiment exceptionnel comme démarche. Donc, c'est important d'avoir cette démarche-là. Et si l'État accompagne ça avec des aides intelligentes, ce serait la bonne chose à faire et avec aussi une éducation aux médias un peu plus forte que ce qu'on a aujourd'hui au collège et au lycée. Et même dès le primaire. Moi, j'interviens souvent dans les écoles. J'étais allé faire Radio Cartable, qui était une radio de jeunes du primaire, pour expliquer un peu comment se faire une émission, comment on travaille, répondre aux questions sur le métier de journalisme. C'est quelque chose qui existe, mais qui est trop faible encore. Même s'il y a une organisation de l'apprentissage des médias au sein de l'école publique, je pense qu'elle pourrait être poussée encore plus loin, compte tenu hein, des débats qu'on a sur la laïcité, sur le problème des fake news. Il y avait une ministre qui découvrait, lorsque Samuel Paty s'est fait tuer, que les jeunes ne s'informaient pas du tout en lisant Le Monde et Le Figaro, qu'ils étaient sur TikTok, qu'ils étaient sur Snapchat, voilà, et sur Instagram. Mais mais moi j'avais parlé, vous dire le niveau de déconnexion des élites françaises, des élus et autres. J'avais parlé à des énarques il y a de ça 3 ans, donc c'est pas neuf, de Snapchat, des jeunes énarques hein, sortis d'école qui avaient des postes enviables. Ils ne connaissaient pas Snapchat. Et je leur dis, mais c'est un truc, tu mets des fils, c'est ridicule, mais ça vaut plus que n'importe quel fleuron industriel français en capitalisation boursière. Comment tu veux comprendre le monde d'aujourd'hui? Comment tu veux être capable d'anticiper, de réagir si tu ne connais pas Snapchat et que tu es énarque et que tu penses que Total va continuer de faire ce qu'il fait, que DF va continuer de faire ce qu'il fait? C'est être dans un déni total de la réalité déjà de la violence, de l'offensive financière des GAFA américaines. Et là, on a la même idiotie, je change un peu de sujet, sur le Bitcoin. On voit Ah oui. que les dirigeants sont nuls et ne veulent pas comprendre, ne veulent pas chercher à comprendre ce qu'il y a derrière la blockchain et ce que veut dire le Bitcoin. Or, tous ceux qui y travaillent, que ce soit Snowden, que ce soit les autres et les Mark Zuckerberg de ce monde, sont très conscients de ce qui se passe. Mais pas un Jean Castex, ça vous pouvez oublier. Et il est là le problème, c'est qu'à un moment, on a des élus qui vivent pas dans le monde dans lequel on vit. Et ça se voit. Et là, ça se voit particulièrement. Ah, on va laisser tranquille ce pauvre Jean Cassette. C'est vrai, il est qu'à contact. Est-ce que tu vois autre chose à dire à notre audience sur l'entreprise Monde Moderne ou Non, dans les médias? je vais les inviter à aller voir notre média. Voilà le chat. Coucou le chat. Ils sont dans tous les lives, c'est ça, hein, Ah, fais gaffe, c'est une marque déposée de Jovanovic, ça. ça. Le chat, il passe tout le temps dans ses lives, d'accord. Ouais. Bah voilà. Voilà, pas content. D'aller voir les contenus. Regarde, on dirait le méchant dans James Bond. D'aller voir les contenus du monde moderne qui existent déjà sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur le monde moderne.media. De commencer à partager nos contenus si vous n'êtes pas encore abonné, puisque vous pourrez l'être à partir du mois de janvier. La cagnotte, elle est close pour ce premier round. 15 000, on a plus de 15 000 euros, donc qui vont nous permettre d'éditer les cahiers du monde moderne. Et puis d'envoyer aussi, vous avez un email de contact, donc n'hésitez pas si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur ou vous pensez qu'on pourrait en faire une enquête ou vous souhaitez écrire, prenez contact dès à présent. On a déjà hein, des tribunes ouvertes. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ce que vous avez en tête. On a plusieurs et surtout, oui, voilà, un point important. On ne veut pas être un média parisien auto-centré, donc on va parler de sujets qui touchent aussi la Bretagne, la Vendée. Là, un agriculteur qui m'a alerté de sa situation par rapport à une coopérative. Ce genre de sujets qui font pas la une des médias et qui pourtant font le quotidien des Français. Donc ça, c'est important de nous envoyer ce genre d'informations.
Il faut refaire du récit national parce que Ouais. maintenant, on est formaté, faut en terminer avec ça. Bah, écoute, Alexis, on compte sur toi. Bah, je compte sur vous Euh, aussi. on va travailler tous ensemble, on va travailler tous ensemble à ça parce on en a réellement besoin Ouais, et je pense que c'est pas gagné. Et là, il y a un début d'urgence puisque la campagne ça, c'est l'année prochaine. ça a Je crois que commencé. tu avais démarré en 2012, hein, il me semble. Oui, alors moi j'avais démarré en Et 10 ans de 2012. travail. Ouais, c'est ça, c'est 8 ans, mais j'avais démarré doucement. C'est en 2016, avant la campagne de 2017, qu'on avait commencé à en faire un média politique un peu. Mais comme j'étais dans d'autres médias, je commençais là, je l'utilisais moins. Là, je pense que c'est important de capitaliser sur ce qui a été fait et de dire, bah, finalement, cet espace de liberté, il en vaut un autre, hein, et il est très bien. Donc faisons-le monter, partageons les contenus du monde moderne, puisqu'on a des très bonnes tribunes. Non, et puis je pense que vu la quantité de censure, et qui est de la censure automatisée, c'est-à-dire c'est même pas de la Hmm, censure, on peut protester, c'est même pas méchant la plupart du temps. Il faut absolument qu'on revienne à une certaine indépendance et une certaine granularité, comme on fait dans le secteur privé en fait, classique. absolument, absolument. Bah, merci à toi, Merci Eric, merci à beaucoup. bientôt. À Merci bientôt. à tous. Merci à tous, au revoir.